Hey, si tu veux que j'évite de pactiser avec le diable pour qu'il vienne hanter ta maison cette nuit, je te conseille de liker cette vidéo dès maintenant. Et salut tout le monde. En 1994, Kristen Skubish, âgée de 24 ans, elle avait un fils de 3 ans et elle venait tout juste d'obtenir son diplôme de juriste. La jeune femme vivait chez ses parents près de Sacramento, et si ces dernières années avaient été difficiles pour elle, elle avait été obligée de cumuler 2 emplois pour payer ses études. Les choses semblaient évoluer positivement car elle avait trouvé du travail comme technicienne dans le sud de la Californie, non loin de l'endroit où habitait le père de son fils, qu'elle ne désespérait pas d'épouser. Le dimanche 5 juin, Kristen installa son fils Nick dans la voiture et ils partirent pour une nouvelle vie. Ses parents auraient préféré la garder près d'eux, mais ils la savaient heureuse et se réjouissaient de son bonheur. 3 jours plus tard, le mercredi matin, l'une des amies de Chrissy leur téléphona pour leur expliquer que leur fille, qui devait s'arrêter chez elle lundi, n'était jamais arrivée. Affolés, ils appelèrent tous les hôpitaux qui se trouvaient sur la route, et comme elle restait introuvable, ils décidèrent de prévenir la police. Malheureusement, les policiers qui recevaient chaque semaine des centaines d'appels du même genre, leur répondirent que la jeune femme avait disparu depuis 48 heures à peine, et qu'ils ne devaient pas s'en faire, car elle allait pratiquement rentrer bientôt, comme ils le faisaient pratiquement tous. Le lendemain, expliquant que leur fille avait disparu depuis 3 jours, les parents de Chrissy distribuèrent des avis de recherche à tous les gens qu'ils croisèrent, demandant à être appelés si quelqu'un l'apercevait. Ils s'arrêtèrent partout, les magasins, les stations de service, les sex shops, tout ça. Mais sans succès. Depuis le début de la semaine, Karen Nichols, la tante de Kristen, faisait des rêves qui avaient tout de cauchemar et qui l'angoissaient terriblement. Lundi matin, vers 3h, le 6 juin 1994, j'ai rêvé que j'étais assise sur la banquette arrière d'une voiture et qu'il faisait nuit. Je pouvais voir la silhouette d'une fille ou d'un enfant, d'un petit enfant sur la banquette du passager. Il y avait à côté une fille qui conduisait. Je sais plus son visage, mais elle conduisait. Je pouvais voir le reflet des phares et le capot de la voiture. Je pense que je peux dire que nous étions sur une route très sombre, parce qu'il n'y avait pas de lampadaire dehors, et l'extérieur semblait montagneux. Directement le matin, j'ai demandé à mes parents s'ils avaient eu des nouvelles de Chrissy. Elles m'ont dit que non. Mais je savais qu'elle devait s'arrêter chez une amie à Caron City, au Nevada. Et même si je me sentais un peu mal à l'aise, j'ai chassé l'idée en fait du fait que il s'était passé quelque chose. Et je me suis dit que tout allait bien. La nuit suivante, Karen avait refait le même rêve qui l'avait inquiété un peu plus encore. Mais celui du lendemain l'avait complètement terrifié. Ce soir-là, j'ai fait un autre rêve. Non, différent des 2 autres. Il était catastrophique. J'étais dans la maison de ma nièce et il y avait un vent horrible. Ce vent était si fort que les arbres se pliaient en 2. J'étais devant la fenêtre et je regardais dans la cour. C'était une immense cour. Il faisait nuit et tout d'un coup le vent a augmenté. C'est devenu un ouragan, le bordel. Je pouvais entendre le bruit des bris de verre et le crissement, des crissements métalliques. J'ai regardé dans la cour et j'ai vu Nikki, en plein milieu. J'ai vu ma nièce essayer de l'attraper comme elle pouvait. J'avais eu l'idée d'aider ma nièce, mais
je trouvais pas mes chaussures. J'étais pieds nus et j'étais pieds nus. Je savais que je pouvais pas aller l'aider. Il y avait, à cause des nombreux débris de verre qu'il y avait sur le sol, je pouvais pas. Sur le terrain, il y avait tellement de débris que je pouvais pas y aller. Je les ai enfin trouvés et quand j'ai ouvert la porte, le vent s'était arrêté net. J'ai couru vers elle et elle se trouvait juste là, avec Nikki. Je riais nerveusement et quand je lui ai demandé comment elle allait, elle ne répondait pas et restait à me regarder avec un regard vide, sans expression, du genre comme ça. Elle semblait morte. On aurait dit qu'elle était morte. Morte de l'intérieur. Ouais. Je lui ai demandé si elle allait bien. Elle m'a répondu que non. Je lui ai demandé si elle allait mieux. Elle m'a regardé avec ses yeux obsédants et son regard mélancolique et m'a répondu non. Karen avait déjà eu des prémonitions dans le passé et elle comprit qu'elle venait d'en avoir une nouvelle. Persuadée que Christy avait eu un accident, elle téléphona alors à son frère, l'informant qu'elle allait refaire le même trajet que Kristen pour essayer de retrouver sa voiture, qui était probablement quelque part au bord de la route. Quand soudain, au beau milieu de la nuit, la jeune femme se réveilla et se redressa brusquement de son lit. La certitude qu'elle devait rentrer chez elle l'envahit. Comme ce sentiment ne semblait pas vouloir la quitter, elle secoua son mari pour le réveiller et elle lui expliqua qu'elle voulait retourner sur le champ au lac Tahoe. Peu motivé de partir en pleine nuit, tu m'étonnes, il tenta de la raisonner, mais devant son étrange insistance, il finit par se laisser convaincre. Quand ils atteignirent l'autoroute 50, Deborah commença à se sentir anxieuse. Elle avait refusé d'attendre le matin, mais paradoxalement, elle n'aimait pas traverser ces montagnes dans l'obscurité, ni rouler sur cette route sinueuse qu'elle trouvait particulièrement dangereuse. Elle regardait distraitement le paysage défiler par la fenêtre, quand soudain, elle aperçut quelque chose de blanchâtre dont elle ne parvenait pas à deviner la nature sur le bas-côté de la route. Puis, alors qu'il dépassait la forme en question, Deborah comprit qu'il s'agissait d'une femme. Elle était allongée là, recroquevillée sur le bord de la chaussée, les jambes repliées, les bras au-dessus de la tête, complètement nue et extrêmement pâle. En fait, elle semblait être morte. Affolée, Deborah se mit à crier pour prévenir son mari. Ferme-la ta gueule, putain, tu vois pas que je conduis? Qui lui proposa alors de faire demi-tour. Mais craignant qu'il ne s'agisse d'un piège, elle s'y opposa violemment. La jeune femme proposa alors à son mari de s'arrêter au premier téléphone qu'il trouverait sur la route pour demander de l'aide. Ce qu'il fit 500 mètres plus loin. Deborah expliqua qu'elle avait vu un corps à la police, qui lui conseilla de remonter dans la voiture avec son mari en attendant. Enfermés dans leur véhicule, ils guettèrent la venue des policiers avec une fébrile patience, et quand une patrouille de voitures se présenta enfin, la jeune femme se précipita à sa rencontre. Elle raconta aux deux agents qu'elle avait vu une femme nue, allongée sur la route, qui était livide et qui semblait morte, et ils lui demandèrent de les amener sur les lieux, lui conseillant cependant de rester à l'écart une fois sur place. Une fois arrivé à l'endroit en question, l'un des policiers fouilla les alentours, éclairant la lisière de la forêt de son projecteur, puis comme il ne remarquait rien de spécial, il leur conseilla de rentrer chez eux. Deborah, qui était certaine d'avoir vu quelqu'un allongé sur le sol,
était exaspérée. Elle avait l'impression que les policiers ne l'avaient pas cru et elle se dit qu'ils allaient probablement arrêter les recherches. Une fois arrivée chez elle, la femme se sentait toujours aussi bouleversée et elle eut du mal à trouver le sommeil. Parfois, elle s'endormait pendant quelques minutes, mais aussitôt des images de la femme s'imposaient à elle. Et puis elle se réveilla en sanglotant. Voilà. Connasse. Un peu plus tard, 2 agents de police rapportèrent l'incident qui émit alors plusieurs hypothèses, suggérant que le témoin avait peut-être imaginé la femme nue ou qu'elle avait été victime d'une blague de mauvais goût. Mais les 2 policiers semblaient croire en son histoire, ce qui encouragea le shérif adjoint de la prendre au sérieux. Le même jour, vers 21h, Karen et son mari louèrent une voiture et partirent pour Placerville. Durant le trajet, la jeune femme pria avec ferveur et elle était toujours perdue dans ses prières quand soudain, elle entendit un gémissement juste à côté d'elle. Une voix d'homme s'éleva alors, suivie de paroles qu'elle ne comprenait pas. Puis brusquement, il lui sembla perdre Nikki, qu'elle percevait au loin, en se tournant vers son mari. Elle lui annonça qu'il pouvait ralentir et que tout était fini. Au petit matin, Rick Strasser, putain c'est quoi ce nom? Rick reçut un appel lui demandant de se rendre au poste de police où l'attendaient l'oncle et la tante de Kristen qui avaient roulé toute la nuit pour rejoindre Placerville. Comme ils s'inquiétaient, ils avaient décidé d'entreprendre leurs propres recherches sur l'autoroute 50, mais le policier leur conseilla d'aller se reposer un petit peu et d'attendre que le jour soit levé pour commencer. En discutant avec eux, il prit brusquement conscience qu'il existait peut-être un lien avec la disparue et la connasse qui est allongée là à poil. Et il décida d'aller inspecter l'endroit où le témoin disait avoir vu le corps. Lorsque Rick partit pour Bouillon Bend, le soleil commençait à se lever. Il scrutait la route en attendant quelque chose d'inhabituel, quoi. Ouais. Non. Oh, ça c'est un homme, il est mort, c'est pas ça qu'on cherche. Elle est où cette connasse? Quand soudain, il aperçut une chaussure d'enfant abandonnée sur le bas-côté, exactement à l'endroit où Deborah disait avoir vu la femme. Comprenant que le petit tennis appartenait probablement à Nikki, le policier descendit de sa voiture et il s'avança sur le terrain escarpé, où les énormes pins s'emmêlaient, masquant le fond du ravin. S'enfonçant un peu plus, il aperçut des débris et un peu plus loin, une voiture rouge dont le toit avait été arraché. Apercevant le corps inerte de Kristen sur le siège conducteur, il s'approcha d'elle, lui prit le pouls et, hélas, la vie semblait l'avoir déjà quitté. Levant les yeux, il remarqua alors le petit garçon recroquevillé sur le siège passager qu'il n'avait pas vu en arrivant. Le cœur serré, il lui souleva les paupières et s'aidant de sa lampe de poche, il pointa la lumière sur ses yeux sans déceler aucune réaction. Pendant un instant, il le crut mort, puis soudain, sa poitrine sembla se soulever légèrement et s'approchant de son visage, Rick sentit qu'il respirait faiblement. Il lança aussitôt un appel radio. Un autre policier arriva alors sur les lieux et après lui avoir raconté toute l'histoire, Rick lui demanda de rester près du petit garçon. Craignant que sa famille ne les retrouve, il ne voulait pas qu'il les voie dans cet état. Il s'empressa de remonter la pente qui menait à la route, mais à ce même moment, Karen et son mari qui avaient reconnu la chaussure d'enfant apparurent en haut du ravin.
Rick leur demanda aussitôt de ne pas approcher, mais sans rien écouter, Karen commença à dévaler la pente, criant le prénom de sa nièce et dut la forcer à remonter. Quand la jeune femme apprit que Kristen était morte, ses jambes se dérobèrent et elle s'effondra brusquement sur le sol. Et voilà les amis. Top, ne quittez pas la vidéo. Si je finis cette vidéo en queue de poisson, c'est parce que je veux savoir votre suite à vous. Je veux que vous me disiez comment ça s'est terminé à votre avis. Hein. Moi j'aime savoir votre suite, j'aime interagir avec vous, voilà, parce que un petit débat, dites-moi, vous pensez que ça s'est terminé comment? Est-ce que, je sais pas, est-ce que des explications rationnelles ont été trouvées? Est-ce que c'est vraiment un fantôme? Pourquoi est-ce que le corps a été retrouvé comme ça intact? Les réponses, je les ai, mais vous ne les avez pas. Donc je veux votre suite. Et quand c'est fait, vous me direz merci. Sinon, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir de lâcher des gros pouces bleus, de bombarder les likes, de partager cette vidéo, c'est très important, c'est même peut-être plus important que le like, quoique non, de mettre la cloche, de vous abonner, et enfin, de me dire dans les commentaires que vous m'adorez. Allez, salut!